La jeune femme ne voulait qu'un emploi, mais elle a été humiliée devant tout le monde. Le millionnaire a ri d'elle, jusqu'à ce qu'il entende son anglais fluide et parfait. Toute la salle est restée choquée, et le millionnaire a changé d'attitude. En quelques secondes, l'humiliée est devenue la femme qu'il n'oublierait jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le reflet dans le miroir embué des toilettes de l'agence pour l'emploi renvoyait à Hélène une image qu'elle connaissait déjà trop bien. Cheveux châtains bien attachés, lunettes discrètes et un blazer bleu marine acheté en solde il y a 2 ans. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ajustait pour la 10e fois le col de sa chemise blanche, la seule qu'elle possédait. Le bruit de l'agitation dans la réception traversait les fines cloisons, apportant les rires et les conversations animées des autres candidates. Hélène respira profondément, essayant de contrôler l'anxiété qui faisait battre son cœur. À 23 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'innombrables tentatives infructueuses pour décrocher un emploi qui pourrait changer sa réalité. Elle rangea son rouge à lèvres bon marché dans son sac usé et sortit des toilettes, marchant à pas silencieux jusqu'à sa place dans la salle d'attente. Les autres candidates formaient de petits groupes, toutes impeccablement habillées et maquillées. 2 d'entre elles, en particulier, ne cessaient de lui lancer des regards en coin, chuchotant et riant discrètement. Hélène fit semblant de ne pas remarquer, se concentrant sur le formulaire d'inscription qu'elle remplissait de sa plus belle écriture. Expérience précédente? La question sur le papier la fit hésiter un moment. Elle n'avait aucune expérience formelle à inscrire. Ce qu'elle avait, c'était des nuits interminables penchées sur des livres d'anglais trouvés dans des bouquineries, des heures cachées derrière la porte de l'école de langue près de chez elle, absorbant chaque mot des cours qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer. L'agitation dans la réception s'intensifia lorsque Marine Château, la célèbre directrice de l'agence, traversa les lieux, ses talons chers résonnant sur le sol en marbre. Toutes les candidates se redressèrent sur leurs chaises, sauf Hélène, qui restait concentrée sur son formulaire. C'est alors que la porte principale s'ouvrit brusquement. Un homme grand, en costume impeccable et à l'expression sérieuse, fit irruption dans la salle. Son regard parcourut rapidement l'environnement avant de poser la question qui changerait tout. Qui ici parle anglais couramment? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les candidates échangèrent des regards nerveux, certaines manipulant leur téléphone portable pour éviter tout contact visuel. Hélène sentit son cœur s'accélérer encore plus. Des années d'études solitaires défilèrent comme un film dans son esprit. Lentement, sa main droite se leva dans les airs. Des rires étouffés résonnèrent dans la salle. La fille au blazer usé et aux lunettes simples croyait-elle vraiment pouvoir rivaliser avec des professionnels expérimentés? L'homme, cependant, n'hésita pas. D'un geste ferme, il appela Hélène à le suivre. « Mademoiselle ?» Il consulta rapidement le formulaire dans ses mains. « Hélène Martin, veuillez me suivre. » Tandis qu'elle marchait dans les couloirs au miroir de l'entreprise, Hélène pouvait sentir les regards des autres candidates brûler dans son dos. L'homme ouvrit la porte d'une salle de réunion entièrement vitrée où 3 cadres étrangers attendaient avec des expressions tendues. « Nous avons besoin d'une traductrice immédiatement. Notre contrat international est en danger et notre interprète habituel est hospitalisé, » expliqua rapidement l'homme. « Pensez-vous pouvoir nous aider ?» Hélène ajusta ses lunettes, respira profondément et acquiesça. À ce moment-là, toutes les années d'études en cachette, toutes les nuits passées à mémoriser du vocabulaire, tous les efforts silencieux qu'elle avait faits étaient sur le point d'être mis à l'épreuve. Lorsque le premier cadre commença à parler en anglais, sa voix coula naturellement, traduisant chaque nuance, chaque terme technique avec une précision surprenante. Les minutes se transformèrent en heures et Hélène resta ferme, médiant une négociation complexe qui impliquait des millions d'euros. Sa voix, autrefois si douce et presque inaudible, portait maintenant la confiance de quelqu'un qui maîtrisait non seulement une langue, mais l'art de la communication. À la fin de la réunion, les sourires sur les visages des cadres disaient tout. Le contrat avait été sauvé et Hélène restait debout, les jambes tremblant discrètement sous la table en verre. L'homme qui l'avait choisi, qu'elle savait maintenant s'appeler Richard Mercier, directeur des opérations internationales,
ne pouvait cacher son étonnement. « Extraordinaire », murmura-t-il, tandis que les cadres étrangers prenaient congé, avec d'effusifs remerciements en anglais. « Où avez-vous appris à parler comme ça ?» Hélène ajusta ses lunettes, une habitude nerveuse qui l'accompagnait depuis l'enfance. « J'ai étudié seule », répondit-elle simplement. « J'ai toujours voulu apprendre, mais je n'avais pas les moyens de payer des cours. » Richard l'observa avec un nouvel intérêt. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Marine Château fit irruption dans la salle, ses yeux brillants d'un mélange de surprise et d'opportunité. « Le conseil d'administration vient de m'appeler », annonça-t-elle sans détour. Le contrat a non seulement été conclu, mais élargi. Ils veulent ouvrir une nouvelle division internationale ici en France. Son regard se posa sur Hélène. « Et nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences immédiatement. » Le cœur d'Hélène semblait prêt à bondir de sa poitrine. Marine poursuivit. « Le poste est celui d'assistante en communication internationale. Le salaire est 3 fois supérieur à celui du poste pour lequel vous avez postulé initialement. Êtes-vous intéressé ?» Hélène sentit le monde tourner. Ce salaire changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Elle pensa à sa mère, qui travaillait comme femme de ménage depuis des années pour la soutenir, à sa petite chambre au fond de la maison simple où elle vivait. « Oui, je le suis », répondit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de déborder. « Excellent », sourit Marine. « Commencez demain. Richard sera votre superviseur direct. » En traversant à nouveau la réception, Hélène garda la tête haute. Les mêmes candidates qui auparavant chuchotaient et riaient l'observaient maintenant dans un silence stupéfait. Mais elle les remarqua à peine. Son esprit était déjà fixé sur les possibilités qui s'ouvraient devant elle. À la sortie du bâtiment, une femme élégante l'aborda. Elle se présenta comme Béatrice André, coordinatrice du département des ressources humaines. Ses yeux bienveillants transmettaient une sagesse qui allait au-delà de ses paroles. « J'ai vu votre performance aujourd'hui, » dit Béatrice avec un sourire gentil. « Vous m'avez beaucoup rappelé moi-même, il y a 30 ans. Que diriez-vous? De prendre un café? J'ai quelques conseils qui pourraient être utiles pour quelqu'un qui commence. » Hélène accepta l'invitation, sentant que c'était seulement le premier de nombreux moments significatifs à venir. Tandis qu'elles marchaient ensemble vers le café le plus proche, Béatrice commença à raconter sa propre histoire de réussite dans le monde des affaires. Le café était simple, mais la conversation qui suivit changerait à jamais la vie d'Hélène. Béatrice n'était pas simplement une autre cadre, c'était quelqu'un qui comprenait profondément ce que signifiait lutter contre les préjugés et l'invisibilité. À chaque mot échangé, chaque histoire partagée, Hélène sentait grandir en elle non seulement de la gratitude, mais aussi un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Le monde des affaires peut être cruel avec ceux qui viennent d'en bas, expliqua Béatrice remuant pensivement son café, mais il peut aussi être un lieu de transformation. Le secret est de ne jamais perdre votre essence, même quand tout le monde s'attend à ce que vous changiez. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène pouvait à peine contenir sa joie en annonçant les nouvelles à sa mère. Le petit appartement, au fond, qui avait toujours semblé si étroit, débordait maintenant d'espoir. Sa mère pleura en l'embrassant, fière de sa fille qui n'avait jamais abandonné ses rêves. Le premier jour d'Hélène dans l'entreprise commença sous des regards curieux et des chuchotements dans les couloirs. Son blazer bleu marine, maintenant, accompagné d'une jupe crayon achetée à la hâte dans un grand magasin, détonnait encore dans l'environnement sophistiqué. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa démarche, une confiance subtile qui commençait à s'épanouir. Amélie Vasquez, l'assistante exécutive de Richard, fut désignée pour lui montrer les installations. Grande, impeccablement. Vêtue et avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle conduisit Hélène à travers les étages du bâtiment avec une efficacité tranchante. « Voici votre poste de travail », indiqua Amélie, pointant vers un bureau près du bureau de Richard. « J'espère que vous serez à la hauteur du poste. » Après tout, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un passe directement de l'accueil à une position aussi privilégiée. Hélène perçut l'ironie dans la voix d'Amélie, mais resta sereine. « Merci pour l'orientation. Je ferai de mon mieux. » Son ordinateur était déjà configuré avec des dizaines d'emails non lus. La plupart étaient des documents en anglais qui nécessitaient une traduction urgente. Hélène se plongea dans le travail, déterminée à prouver sa valeur.
Les heures passèrent rapidement, tandis qu'elle traduisait contrat après contrat, se surprenant elle-même par sa capacité à comprendre des termes techniques complexes. Pendant le déjeuner, Béatrice apparut à son bureau avec un sourire accueillant. « Et si nous déjeunions ensemble? Je connais un endroit formidable tout près. » Au restaurant, entre bouchées de salade, Béatrice partagea davantage son expérience. « Quand j'ai commencé il y a 30 ans, c'était encore plus difficile. Mais j'ai appris que notre plus grand défi n'est pas de prouver notre valeur aux autres, c'est de croire en nous-mêmes. » « Comment avez-vous réussi à surmonter tout cela ?» demanda Hélène, fascinée par la force qui émanait de cette femme. « Avec persévérance et l'aide de personnes qui ont cru en moi, » répondit Béatrice, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Parfois, nous avons juste besoin d'une opportunité pour montrer de quoi nous sommes capables. » De retour au bureau, Hélène trouva un email qui fit accélérer son cœur. C'était une invitation à une visioconférence avec des investisseurs américains prévue pour le lendemain. Richard voulait qu'elle serve d'interprète. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, passant devant son bureau. Vous avez prouvé que vous en êtes capable. J'ai confiance en votre travail. » Cette nuit-là, Hélène passa des heures à étudier des termes financiers en anglais. Sa petite chambre se transforma en une salle d'études improvisée, avec des post-it collés partout. Sa mère, en apportant une tasse de thé, la trouva complètement absorbée dans ses notes. « Ma fille, n'exagère pas, » l'avertit-elle affectueusement. « Tu dois te reposer. »« Juste un peu plus, maman, » répondit Hélène, ajustant ses lunettes. « Demain est très important. » Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, une réunion se tenait dans le bureau de Marine Château. Amélie Vasquez était là avec d'autres cadres. « Elle est trop bonne pour être vraie, » argumentait Amélie. « Comment quelqu'un sans formation formelle peut-il avoir une telle aisance? Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans cette histoire. » Marine écoutait attentivement, son visage un masque de neutralité. « Continuez à observer », fut sa seule réponse. « Je veux des rapports hebdomadaires sur ses performances. » Pendant ce temps, Béatrice était dans sa propre maison, regardant d'anciennes photographies dans un album usé. Ses doigts s'arrêtèrent sur une image spécifique et des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Il y avait un secret qu'elle gardait, quelque chose qui reliait son histoire à celle d'Hélène d'une manière que personne ne pouvait imaginer. La visioconférence avec les investisseurs américains commença ponctuellement à 9 heures du matin. Hélène, qui avait à peine pu dormir la nuit précédente, surprit tout le monde une fois de plus par son aisance. Sa traduction n'était pas seulement précise, elle parvenait à saisir les nuances et à transmettre le message avec un naturel qui impressionnait. Richard observait tout avec attention, prenant des notes discrètes sur sa tablette. À la fin de la réunion, les investisseurs ne tarirent pas d'éloges. « Your interpreter is exceptional », commenta l'un d'eux, faisant rougir Hélène. Mais tout n'était pas rose. Pendant le petit déjeuner, Hélène remarqua des regards furtifs et des conversations chuchotées qui cessaient quand elle s'approchait. Amélie circulait entre les départements, toujours avec un dossier en main et un sourire énigmatique aux lèvres. Ce fut Béatrice qui remarqua les premiers signes. Lors d'un autre de leurs déjeuners, maintenant une routine réconfortante, elle perçut l'inquiétude d'Hélène. « Quelque chose vous préoccupe ?» Ce n'était pas une question. Hélène hésita avant de répondre. « J'ai l'impression qu'on me teste. Hier, j'ai trouvé des documents délibérément mal traduits sur mon bureau. Quelqu'un veut que je commette une erreur. » Béatrice posa ses couverts, son visage prenant une expression sérieuse. « Quand j'ai commencé, j'ai aussi traversé cela. Mais il y avait quelqu'un qui m'a toujours soutenu, quelqu'un qui... » Elle s'arrêta brusquement, comme si elle en avait trop dit. « Qui ?» demanda Hélène, intriguée par le changement soudain dans le comportement de sa mentor. « Une histoire pour un autre moment », détourna Béatrice, reportant son attention sur son assiette. Mais ses yeux trahissaient une émotion profonde, presque douloureuse. De retour au bureau, Hélène trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, il y avait une vieille photo, jaunie par le temps. Elle montrait une jeune femme qui lui ressemblait beaucoup, devant un bâtiment qu'elle reconnut comme étant la même école de langue où elle avait l'habitude d'écouter des cours en cachette. Au verso, une date, 1990. Avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, Richard l'appela
pour une réunion d'urgence. Un client important de Chine avait des problèmes de communication et ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse servir de médiateur. « Mais je ne parle pas mandarin », protesta Hélène. « Ils parlent anglais », la rassura Richard. « Nous avons juste besoin de quelqu'un qui comprenne non seulement la langue, mais aussi les nuances culturelles. Et vous avez montré un talent particulier pour cela. » Pendant l'appel vidéo, Hélène réalisa qu'il y avait plus en jeu qu'une simple question de langue. Le client chinois était visiblement frustré par quelque chose qui allait au-delà des mots. Avec sensibilité, elle commença à identifier les points de tension culturelle qui causaient le malentendu. Amélie observait tout par la porte entr'ouverte, son téléphone enregistrant discrètement la réunion. À ses côtés, un autre cadre prenait frénétiquement des notes. Ce soir-là, alors que tout le monde était déjà parti, Béatrice resta dans son bureau, regardant fixement une photographie dans son tiroir. C'était la même image qu'Hélène avait trouvée sur son bureau, mais celle-ci était complète. Elle montrait deux jeunes femmes, pas seulement une. La deuxième personne avait été soigneusement coupée de la copie qui était parvenue à Hélène. « Ce n'est pas encore le moment », murmura Béatrice pour elle-même, rangeant la photo. « Elle doit être préparée à la vérité. » Dans sa petite chambre, Hélène ne pouvait pas non plus dormir. La mystérieuse photo ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose de familier chez cette jeune femme, quelque chose qui allait au-delà de la ressemblance physique. Elle prit son vieux carnet de notes d'anglais, où elle gardait des coupures et des souvenirs de son parcours d'apprentissage. Entre les pages, elle trouva un vieux reçu d'un don anonyme pour un cours de langue, daté de 15 ans auparavant. La semaine commença par une nouvelle qui agita toute l'entreprise. Un nouveau directeur international arrivait du siège européen. Jack Thompson, connu pour sa politique rigoureuse de restructuration, avait la réputation de remettre en question chaque recrutement récent à la recherche d'optimisation des ressources. Hélène sentit le poids des regards sur elle s'alourdir encore plus. Lors de la réunion matinale, Amélie prit soin de mentionner l'importance des qualifications formelles, dans un poste aussi stratégique en la regardant directement. Certaines personnes ont des diplômes impressionnants, mais il leur manque quelque chose d'essentiel, intervint Richard, sa voix calme mais ferme. La capacité à connecter des personnes et des cultures différentes ne s'apprend dans aucune université. Le commentaire provoqua un silence inconfortable dans la salle. Hélène réalisa qu'elle était au centre d'une bataille bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Après la réunion, elle trouva d'autres documents falsifiés sur son bureau. Cette fois avec des erreurs grossières de traduction qui, si elles n'étaient pas détectées, pourraient causer de sérieux préjudices à l'entreprise. « Vous devez documenter cela », conseilla Béatrice lors de leur déjeuner habituel. « Gardez des copies de tout, y compris des documents originaux. » Hélène acquiesça, mais il y avait autre chose dans son esprit. « Béatrice, cette photo, pourquoi me l'avez-vous envoyée ?» L'expression de Béatrice changea subtilement. « Quelle photo ?» La vieille photographie de l'école de langue. « Je n'ai envoyé aucune photo, » répondit Béatrice, son visage soudainement pâle. « Vous dites que vous l'avez trouvée sur votre bureau ?» Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, le téléphone d'Hélène sonna. C'était Richard, demandant sa présence urgente pour une visioconférence avec le nouveau directeur. Jack Thompson était un homme à l'expression sévère et aux yeux pénétrants. À travers l'écran, son regard analytique semblait disséquer chaque personne dans la salle. « Mademoiselle Martin », sa voix avait un accent britannique tranchant, « j'ai analysé votre dossier. C'est intriguant de voir comment quelqu'un sans formation formelle en langue a pu obtenir un poste aussi stratégique. » Hélène sentit son estomac se retourner, mais garda son sang-froid. « Monsieur Thompson, permettez-moi de démontrer mes capacités. Je crois que les résultats parlent plus fort que les certificats. Choix de mots intéressants. » Il sourit froidement. « Nous verrons. Je serai en France la semaine prochaine pour un audit complet. Préparez-vous à une évaluation minutieuse. » Après la réunion, Hélène trouva Richard qui l'attendait dans le couloir. « Ne vous laissez pas intimider, conseilla-t-il. Thompson peut être dur, mais il est juste. Prouvez votre valeur comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » À la fin de la journée, en rangeant son bureau, Hélène trouva une autre enveloppe. Cette fois, elle contenait une vieille coupure de journal. Le titre parlait d'une cadre prometteuse qui avait révolutionné le secteur de la formation d'entreprise dans les années 90. La photo montrait une jeune Béatrice,
Mais ce qui attira l'attention d'Hélène fut un détail en arrière-plan. Sa mère, beaucoup plus jeune, travaillant comme femme de ménage dans l'entreprise. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène trouva sa mère assise dans le petit salon avec une vieille boîte sur les genoux. « Ma fille, je pense qu'il est temps que nous parlions de quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « À propos de comment tu as vraiment commencé à apprendre l'anglais. » Hélène s'assit à côté de sa mère, son cœur battant. La boîte contenait des dizaines de vieilles enveloppes, toutes avec le même en tête, Fondation éducative André, le nom de famille, de Béatrice. Les mains d'Hélène tremblaient, tandis qu'elle ouvrait les enveloppes jaunies par le temps. Chacune contenait un reçu de paiement pour un cours d'anglais, tous à son nom, daté de 15 ans auparavant. La Fondation éducative André avait financé secrètement ses études pendant des années. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, maman ?» demanda Hélène, sa voix étranglée par l'émotion. « Madame Béatrice m'a fait promettre, » répondit sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Elle a dit que tu devais croire que tu avais tout accompli par ton propre effort. Et c'est le cas, ma fille. L'argent n'a payé que les cours, mais c'est toi qui as étudié, qui t'es consacré. » La révélation frappa Hélène comme une vague. Les nuits qu'elle avait passées à étudier cachée derrière la porte de l'école n'étaient pas aussi secrètes qu'elle l'imaginait. Béatrice savait. Elle avait toujours su. Le lendemain, l'ambiance dans l'entreprise était encore plus tendue. Jacques Thompson avait anticipé son arrivée et était déjà dans le bâtiment, menant des entretiens individuels avec chaque employé du département international. Amélie semblait particulièrement satisfaite. Certaines personnes vont découvrir que le talent naturel ne suffit pas, commenta-t-elle à voix haute en passant devant le bureau d'Hélène. Quand vint son tour d'être interviewée, Hélène trouva non seulement Thompson, mais aussi Marine Chateau dans la salle de réunion. Sur la table, divers documents traduits, y compris ceux qui avaient été falsifiés. « Mademoiselle Martin, » commença Thompson, « nous avons trouvé quelques divergences intéressantes dans vos traductions. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Thompson, » répondit fermement Hélène, « ces documents ont été falsifiés. J'ai ici les versions originales, avec la date et l'heure de création enregistrée, ainsi que les emails qui prouvent les modifications non autorisées. » Le silence qui suivit fut tendu. Marine Chateau fronça les sourcils, prenant les documents qu'Hélène offrait. « C'est une accusation sérieuse, » dit Thompson. « Qui aurait intérêt à saboter votre travail ?» À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit. Béatrice entra portant un épais dossier de documents. « Je peux répondre à cette question, » dit-elle, sa voix chargée de détermination. « Et je peux aussi expliquer pourquoi j'ai personnellement choisi Hélène pour ce poste, bien avant même qu'elle ne sache qu'il y avait un poste vacant. » Marine Chateau s'ajusta dans son siège, ses yeux fixés sur Béatrice. « De quoi parles-tu » ? « Il y a 15 ans, » commença Béatrice, « j'ai créé une fondation éducative. Son objectif était d'identifier et de soutenir des talents exceptionnels qui n'avaient pas accès à l'éducation formelle. Hélène a été notre première et plus brillante bénéficiaire. » Thompson feuilletait les documents avec un intérêt croissant. « Cela explique beaucoup de choses. Mais pourquoi le secret ? » Parce que certaines personnes, Béatrice lança un regard significatif vers la porte, où Amélie essayait d'écouter la conversation, croient que les opportunités ne devraient être données qu'à ceux qui ont déjà eu toutes les chances dans la vie. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux, mais les retint. Des années de mystère commençaient à prendre sens. Les paiements anonymes, les coïncidences qui l'avaient mené à cette entreprise, le soutien constant de Béatrice. Le silence dans la salle de réunion était dense comme le brouillard. Jacques Thompson analysait les documents présentés par Béatrice avec une attention méticuleuse, tandis que Marine Chateau gardait les yeux fixés sur son ancienne amie, une expression complexe sur son visage. La Fondation éducative André. Marine prit finalement la parole, sa voix chargée de reconnaissance. « Alors c'est ce que tu faisais avec tes bonus annuels toutes ces années ?» Béatrice acquiesça. « J'ai toujours cru que le talent et la détermination peuvent venir de n'importe où. Hélène n'est pas un cas isolé. Il y a des dizaines d'autres jeunes que nous avons soutenus au fil des ans. » Thompson ferma le dossier de documents d'un mouvement décidé. « Mademoiselle Martin, vos qualifications viennent de devenir encore plus impressionnantes, non seulement par vos connaissances,
mais par votre intégrité face au sabotage. La porte s'ouvrit brusquement et Amélie entra, son visage un masque d'indignation. C'est ridicule. Elle n'a pas de diplôme, pas de certification internationale. Ce qu'elle a, interrompit Thompson, est quelque chose de bien plus précieux, des résultats vérifiables et une éthique professionnelle, contrairement à quelqu'un qui a tenté de saboter une collègue en altérant des documents d'entreprise. Le visage d'Amélie se pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les caméras de sécurité du bureau enregistrent tout, Amélie, dit Marine, sa voix glaciale, y compris tes visites nocturnes au bureau d'Hélène. Hélène observait la scène avec un mélange d'émotions. La vérité sur son passé avait été révélée, mais au lieu de la diminuer, elle semblait l'avoir renforcée davantage. Ses yeux rencontrèrent ceux de Béatrice, qui souriait discrètement. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » dit Béatrice, sortant une vieille photographie de son dossier. C'était l'image complète qu'Hélène avait vue partiellement, montrant maintenant 2 jeunes femmes souriantes devant l'école de langue. « C'est moi !» pointa Béatrice vers l'une des jeunes femmes. « Et celle-ci ?» Sa voix trembla légèrement. « Est Sophie, ma sœur cadette. Elle travaillait comme femme de ménage pour payer ses études, rêvant de devenir professeure d'anglais. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Sophie, c'était le nom de sa mère. Sophie avait une petite fille, continua Béatrice, les yeux embués. Une fille brillante qui a hérité de son amour des langues. Quand ma sœur est tombée malade, j'ai fait une promesse, que sa fille aurait toutes les opportunités qu'elle n'avait pas eues. La révélation frappa Hélène comme la foudre. Béatrice n'était pas seulement sa mentor, elle était sa tante. Des années de soutien silencieux, d'orientation discrète, de protection à distance, tout prenait sens maintenant. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Hélène, sa voix presque un murmure. « Parce que tu devais d'abord croire en toi-même, » répondit Béatrice. « Ta mère et moi avons convenu que tu devrais construire ton propre chemin, sans te sentir sous pression par notre parenté. Chacune de tes réussites l'a été par ton propre mérite, Hélène. J'ai simplement ouvert quelques portes. C'est toi qui as choisi de les franchir. » Marine Château essuya discrètement une larme. Même Thompson semblait touché par la révélation. Amélie, toujours debout près de la porte, avait perdu toute sa posture arrogante. La nouvelle de la parenté entre Hélène et Béatrice se répandit rapidement dans l'entreprise, transformant les chuchotements malveillants en expressions d'admiration. L'histoire des 2 femmes, séparées par le destin mais unies par l'objectif de transformer des vies par l'éducation, toucha les cœurs d'une manière inattendue. Amélie fut transférée dans un autre département, après une procédure disciplinaire due à sa tentative de sabotage. Avant de partir, elle surprit tout le monde en cherchant Hélène. « J'avais tort, admit-elle, évitant le contact visuel. J'ai passé tellement de temps à être fière de mes diplômes que j'ai oublié ce qui compte vraiment. » Hélène accepta. Les excuses avec grâce, se rappelant les paroles de Béatrice sur la façon dont le véritable succès ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se surpasser soi-même. Jacques Thompson, impressionné par toute la situation, avait d'autres plans en tête. Lors d'une réunion spéciale, il présenta une proposition qui surprit tout le monde. « La Fondation éducative André, annonça-t-il, mérite plus qu'un soutien individuel. Je propose un partenariat officiel avec notre entreprise, un programme de développement des talents à grande échelle. » Béatrice, qui avait toujours dirigé la fondation discrètement, sentit ses yeux s'embuer. « Cela signifierait pouvoir aider des centaines de jeunes. Et je veux qu'Hélène soit la coordinatrice du programme, » compléta Thompson. « Personne de mieux qu'elle pour identifier et nourrir de nouveaux talents. » Le projet prit rapidement forme. Hélène et Béatrice commencèrent à travailler ensemble officiellement, transformant leurs expériences personnelles en un programme structuré de développement professionnel. L'histoire de réussite d'Hélène devint une inspiration pour d'autres jeunes qui, comme elle, rêvaient d'opportunités de croissance. Richard, qui avait toujours soutenu Hélène silencieusement, souriait avec satisfaction en la voyant mener ses premières réunions en tant que coordinatrice. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en vous dès le premier jour », commenta-t-il. À la maison, Hélène et sa mère pouvaient enfin parler ouvertement du passé. Sophie partagea des histoires sur sa jeunesse avec Béatrice, sur ses rêves interrompus, et sur comment sa sœur aînée n'avait jamais cessé de croire au potentiel des gens. « Ta tante a toujours dit que l'éducation est la seule chose que
Personne ne peut te prendre, raconta Sophie montrant de vieilles photographies. Quand elle a appris que tu écoutais des cours cachés derrière la porte de l'école, elle a vu en toi la même détermination que j'avais. 1 mois plus tard, le programme était déjà pleinement opérationnel. Hélène coordonnait un groupe de 20 jeunes talents, chacun avec une histoire unique de persévérance. Dans son nouveau bureau à côté de celui de Béatrice, elle gardait encadrée l'ancienne photographie des 2 sœurs, un rappel constant que les rêves, lorsqu'ils sont nourris de détermination et de soutien, peuvent s'épanouir dans les circonstances les plus improbables. Le succès du programme de développement des talents attira l'attention des médias spécialisés. Hélène, maintenant plus confiante dans son rôle de leadership, se préparait pour sa première interview importante pour un magazine d'affaires. Le thème, comment transformer des histoires de réussite en politique d'entreprise efficace. Es-tu sûr que tu ne veux pas faire l'interview à ma place? Demanda-t-elle à Béatrice, ajustant nerveusement ses nouvelles lunettes à monture moderne. Un cadeau de sa tante. C'est ton histoire à raconter, répondit Béatrice avec un sourire serein. De plus, j'ai d'autres plans en tête. Ces plans se révélèrent bientôt. Béatrice négociait des partenariats avec d'autres entreprises pour étendre le programme. L'idée était de créer un réseau d'opportunités qui s'étendrait dans tout le pays. Thomson, impressionné par les résultats initiaux, avait obtenu le soutien du siège européen pour le projet. Durant l'interview, Hélène surprit tout le monde par son éloquence, en parlant de transformation sociale par l'éducation. Son histoire personnelle, maintenant entrelacée avec son rôle professionnel, touchait les cœurs et les esprits. Le vrai talent ne choisit pas la classe sociale, déclara-t-elle à la journaliste. Parfois, il est caché derrière une porte, rêvant d'une opportunité. Le reportage était encore en cours de finalisation lorsqu'un nouveau défi surgit. Une entreprise concurrente, impressionnée par le programme, fit une offre tentante à Hélène. Un poste de directrice internationale avec un salaire 3 fois supérieur à son salaire actuel. Ils veulent que vous montiez un programme similaire. Là-bas, expliqua Richard qui avait servi d'intermédiaire pour la proposition. C'est une opportunité unique. Hélène passa des nuits blanches à réfléchir à l'offre. L'argent permettrait à sa mère de prendre enfin sa retraite, qu'elle déménage dans un plus grand appartement. Mais quelque chose la dérangeait. Lors d'un de leurs déjeuners spéciaux, maintenant une tradition familiale avec Béatrice et Sophie, Hélène partagea ses doutes. « Sais-tu ce qui m'a poussé à créer la fondation ?» demanda Béatrice, remuant pensivement son café. « C'était de voir ta mère, ma sœur, abandonner ses rêves par manque d'opportunités. Je me suis promis que je ferais la différence dans la vie d'autres personnes, pas pour l'argent, mais pour l'objectif. » Sophie prit la main de sa fille. « Quelle que soit la décision que tu prendras, nous serons à tes côtés. Mais rappelle-toi, ton histoire a commencé ici. » Ce soir-là, Hélène trouva un dossier sur son bureau. À l'intérieur, il y avait des dessins et des lettres des jeunes du programme de talent. Chaque histoire était un reflet de son propre parcours, des rêves qui commençaient à prendre forme, des vies en transformation. Une note en particulier attira son attention. Elle venait d'une jeune fille qui, comme elle des années auparavant, passait des heures à étudier l'anglais par elle-même. « Quand j'ai entendu votre histoire, j'ai réalisé que je pouvais aussi rêver grand. Merci de montrer que c'est possible. » Les mots touchèrent Hélène profondément. Son travail actuel n'était pas seulement un emploi, c'était un héritage en construction, une continuation de ce que Béatrice avait commencé, une chance de multiplier les opportunités. La décision d'Hélène concernant la proposition de l'entreprise concurrente devait être communiquée. Par un matin ensoleillé, elle demanda une réunion avec Thomson et Marine Château. « Je vous remercie pour l'opportunité, commença-t-elle, sa voix ferme. Mais ma place est ici. Nous avons beaucoup de travail à faire avec le programme de talent. » Thomson sourit comme s'il s'attendait à cette réponse. « En fait, nous espérions que vous diriez cela. Nous avons une contre-proposition. » Marine ouvrit une présentation sur son ordinateur portable. C'était un projet d'expansion internationale du programme avec Hélène assumant un poste encore plus important, directrice mondiale du développement des talents. « Nous voulons que vous portiez ce projet dans toutes nos filiales, » expliqua Thomson, avec une totale autonomie pour adapter le programme aux réalités locales. La proposition était encore meilleure que celle de la concurrence,
Mais ce n'est pas ce qui fit briller les yeux d'Hélène. C'était la possibilité d'amplifier davantage l'impact du travail qu'elle réalisait. À une condition, ajouta Hélène, surprenant tout le monde par sa confiance. Je veux que Béatrice soit officiellement reconnue comme cofondatrice du programme. Tout a commencé avec elle. La nouvelle de la promotion se répandit rapidement. Richard fut le premier à la féliciter, révélant qu'il avait refusé de diriger le projet lorsque Thomson l'avait initialement sondé. « J'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de faire réussir cela, » raconta-t-il. Quelqu'un qui non seulement comprend le programme, mais qui l'a vécu. La première action d'Hélène dans son nouveau poste fut d'organiser un événement spécial. Dans l'auditorium de l'entreprise, elle réunit tous les jeunes du programme, leurs familles, des cadres et la presse. Sur scène, une surprise. Non seulement les participants actuels, mais aussi d'autres bénéficiaires de la fondation éducative, gendrés au fil des ans. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un programme d'entreprise, commença Hélène, sa voix résonnant dans l'auditorium. Nous célébrons la croyance que le talent et l'opportunité doivent aller de pair. Tout a commencé par un acte d'amour, une sœur croyant en l'autre, une tante protégeant sa nièce à distance, une fondation née du désir de faire la différence. Béatrice et Sophie, assises au premier rang, se tenaient la main, des larmes silencieuses coulant sur leur visage. Sur l'écran géant derrière la scène, l'ancienne photographie des deux jeunes sœurs se transformait en une séquence d'images montrant les résultats du programme. De jeunes talents, des histoires de réussite, des rêves réalisés. Ceci n'est pas la fin d'un voyage, continua Hélène. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Parce que lorsque nous ouvrons des portes pour que le talent s'épanouisse, nous ne changeons pas seulement une vie, nous transformons des générations. Le bureau d'Hélène dans la nouvelle aile internationale de l'entreprise reflétait sa transformation personnelle. Un mélange élégant de modernité et d'accueil. Sur le mur principal, une carte du monde marquait les pays où le programme de talent serait mis en œuvre. Sur son bureau, outre l'ordinateur de dernière génération, se trouvait toujours l'ancienne photo de Béatrice et de sa mère, un rappel constant de ses origines. La première mission internationale approchait Madrid. Le programme serait adapté pour identifier et développer les talents locaux, en respectant les particularités culturelles de la région. Hélène avait passé des semaines à étudier l'espagnol, déterminée à communiquer directement avec les futurs participants. « Vous n'avez pas besoin d'apprendre une nouvelle langue pour chaque pays », argumenta Thomson lors d'un appel vidéo. « Je n'en ai pas besoin, mais je le veux », répondit Hélène avec un sourire. « Chaque langue est une nouvelle façon de comprendre les gens et leurs histoires. » À la veille du voyage, Béatrice apparut dans son bureau avec une surprise, un vieux journal. C'était le carnet où ta mère notait les mots en anglais qu'elle apprenait pendant son travail, expliqua-t-elle. Je l'ai trouvé parmi mes affaires. J'ai pensé que tu devrais l'avoir maintenant. Hélène feuilleta les pages jaunies avec soin. La calligraphie soignée de sa mère remplissait chaque espace, avec des notes, des dessins et de petites victoires quotidiennes enregistrées avec amour. Sur l'une des pages, une coupure de journal attira son attention. C'était une annonce d'emploi pour un professeur d'anglais entouré en rouge, daté de 20 ans auparavant. C'était son rêve, dit doucement Béatrice. Être professeur. Mais les circonstances ne l'ont pas permis. Maintenant, à travers toi, combien de rêves similaires pourront se réaliser? Le voyage à Madrid fut transformateur. Hélène trouva des talents extraordinaires dans des endroits improbables. Une jeune fille qui avait appris l'anglais en regardant des vidéos dans un cybercafé. Un garçon qui traduisait des chansons pour aider sa communauté locale. Une dame âgée qui donnait des cours gratuits de langue dans son garage. Lors d'une réunion avec des cadres espagnols, quelque chose d'inattendu se produisit. L'une des femmes de ménage du bureau, en servant le café, renversa accidentellement une tasse. Alors que tout le monde sursautait, Hélène remarqua quelque chose. La femme s'excusait dans un anglais parfaitement articulé. « Maria », appela Hélène à la surprise des cadres, « depuis combien de temps étudiez-vous l'anglais » La femme, tremblant légèrement, expliqua qu'elle étudiait seule depuis des années, rêvant un jour de pouvoir donner des cours aux enfants défavorisés de sa communauté. Hélène échangea un regard significatif avec le directeur local. « Messieurs », annonça-t-elle, « nous venons de trouver notre première coordinatrice locale du programme.
La nouvelle de l'embauche de Maria comme coordinatrice eut un écho bien au-delà de l'Espagne. C'était la preuve vivante que le programme ne consistait pas seulement à trouver des talents, mais à reconnaître la valeur là où d'autres ne la voyaient pas. De retour en France, Hélène trouva son équipe élargie et encore plus motivée. Le succès en Espagne avait créé un effet domino. D'autres filiales de l'entreprise réclamaient la mise en œuvre du programme. Richard, maintenant son bras droit dans l'expansion internationale, pouvait à peine contenir son enthousiasme. « Nous avons des demandes de 5 pays différents », informa-t-il, étalant des rapports sur la table de réunion. Tous veulent reproduire le « modèle Hélène », comme il l'appelle. Hélène rit du nouveau terme. Il n'existe pas de modèle Hélène. Il existe le modèle Béatrice qui a tout commencé il y a si longtemps. Le message sur son téléphone interrompit la conversation. C'était Maria, d'Espagne, partageant des photos de la première promotion. D'étudiants du programme, 30 jeunes de différentes origines, tous avec des histoires impressionnantes de persévérance. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» commenta Hélène à Richard. « Voir comment chaque histoire se connecte à une autre. » Maria identifie déjà des talents dans d'autres entreprises de la région. Thomson, lors de sa dernière visite en 1920, France apporta une proposition encore plus ambitieuse. Transformer le programme en une fondation internationale indépendante qui pourrait agir au-delà des limites de l'entreprise. « Imagine, dit-il lors d'un dîner avec Hélène, Béatrice et Marine, un réseau mondial d'opportunités connectant talents et entreprises dans le monde entier. » Béatrice, qui jusque-là écoutait silencieusement, ajouta « Et chaque personne bénéficiaire devient un nouveau point d'appui pour d'autres. » Le projet prit forme rapidement. Hélène insista pour que le siège de la fondation soit en France, dans le même quartier où son histoire avait commencé. Le bâtiment choisi se trouvait à quelques mètres de l'ancienne école de langue où elle avait l'habitude d'étudier en cachette. Lors de la cérémonie d'inauguration de la Fondation internationale pour le développement des talents, Hélène prépara une surprise spéciale. Sur scène, outre les autorités et les cadres, se trouvait un groupe singulier. Sa mère, Sophie, Béatrice, Maria d'Espagne, et 10 autres participants du programme original, chacun maintenant en position de leadership dans son domaine. Ce moment ne marque pas seulement l'expansion d'un projet, commença Hélène dans son discours. Il marque la réalisation d'un rêve qui a commencé avec 2 sœurs qui croyaient au pouvoir de l'éducation. Un rêve qui a grandi, s'est transformé et a maintenant des ailes pour voler au-delà des frontières. Sophie, assise au premier rang, tenait l'ancien carnet de notes d'anglais. Béatrice, à ses côtés, souriait avec fierté. Les 2 sœurs, qui avaient tant lutté contre l'invisibilité dans leur propre parcours, voyaient maintenant leur héritage se multiplier à l'échelle mondiale. La nouvelle concernant la Fondation internationale se répandit rapidement dans le monde des affaires. En seulement 3 mois, plus de 50 entreprises de différents pays s'étaient inscrites pour participer au programme. Hélène partageait maintenant son temps entre voyages internationaux et coordination des activités en France. Un après-midi, alors qu'elle révisait des rapports dans son bureau, elle reçut une visite inattendue. Amélie, son ancienne antagoniste, était revenue après 2 ans de travail dans une autre entreprise. « Je suis venue faire quelque chose. »« Que j'aurais dû faire il y a longtemps », dit Amélie, visiblement nerveuse. « Je veux me porter volontaire pour être mentor dans le programme. Mon expérience m'a fait réaliser combien de privilèges j'ai gaspillés en étant arrogante. » Hélène observa le changement sincère chez son ancienne rivale. « Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver, » répondit-elle avec un sourire accueillant. « Bienvenue dans le programme. » L'intégration d'Amélie apporta une nouvelle perspective précieuse. Elle commença à développer un module spécifique sur la façon dont les professionnels privilégiés pouvaient devenir des alliés dans la promotion d'opportunités égalitaires. Pendant ce temps, Maria transformait le programme en Espagne en un cas de succès international. Son approche unique, combinant l'enseignement des langues avec le développement de compétences professionnelles, avait attiré l'attention d'organisations éducatives dans toute l'Europe du Sud. Lors d'une visioconférence avec des coordinateurs de différents pays, Hélène remarqua quelque chose d'extraordinaire. Chaque région avait adapté le programme de manière unique, maintenant son essence, mais respectant les particularités culturelles locales. En Inde, nous intégrons le programme avec des initiatives d'autonomisation des femmes, rapporta la coordinatrice locale. Au Kenya,
Nous combinons l'enseignement des langues avec l'entrepreneuriat social. Béatrice, qui participait à la réunion en tant que consultante spéciale, ne pouvait contenir ses larmes d'émotion. Sa petite fondation éducative s'était transformée en un mouvement mondial de transformation sociale. Un jour, en rentrant chez elle, Hélène trouva sa mère en train d'organiser d'anciennes photographies. Parmi elles, elle découvrit une image qu'elle n'avait jamais vue. Sa mère jeune, portant un badge, d'assistante professeure dans un cours d'anglais. « C'était mon seul jour en tant que professeur », expliqua Sophie, caressant la photo. « Le cours a fermé la semaine suivante et j'ai dû retourner au travail de nettoyage. Mais ce seul jour était magique. » Hélène sentit son cœur se serrer. Le lendemain, lors d'une réunion du conseil de la Fondation, elle présenta une nouvelle initiative, le programme Sophie. « Nous allons identifier des professionnels dont les rêves éducatifs ont été interrompus, » expliqua-t-elle. « Des personnes qui, comme ma mère, ont dû abandonner leurs aspirations en raison des circonstances de la vie. Nous leur donnerons non seulement une formation, mais une seconde chance de réaliser leurs rêves. » Le programme Sophie fut accueilli avec un enthousiasme instantané. En moins d'une semaine, des centaines d'histoires similaires commencèrent à arriver de tous les coins du monde. Des enseignants qui n'avaient jamais pu exercer leur profession, des artistes qui avaient échangé leurs rêves contre la survie, des professionnels qui avaient abandonné leur vocation par nécessité. Sophie fut invitée à être l'ambassadrice honoraire du programme qui portait son nom. Sa première apparition publique eut lieu lors d'un événement de lancement qui réunissait des participants de toutes les générations du projet. Je n'ai jamais imaginé que mon petit rêve d'être professeur pourrait inspirer quelque chose d'aussi grand, dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Mais j'ai appris avec ma fille que les rêves n'ont pas de date d'expiration. L'impact du programme fut immédiat. Les entreprises commencèrent à créer des politiques spéciales pour embaucher et développer des professionnels plus expérimentés. L'histoire de Sophie inspira un réseau de solidarité entre générations, où jeunes talents et professionnels mûrs échangeaient expériences et connaissances. Hélène observait tout avec un mélange de fierté et de gratitude. Dans son bureau, la carte du monde était maintenant remplie de points colorés, chacun représentant une vie transformée par le programme. Mais ce fut une petite découverte qui apporta l'une des plus grandes émotions. Parmi les vieux documents de la fondation originale de Béatrice, elle trouva une enveloppe jaunie portant son nom. À l'intérieur, il y avait une lettre que sa tante avait écrite 15 ans plus tôt, quand elle avait commencé à soutenir secrètement ses études. « Chère Hélène, si tu lis cette lettre, cela signifie que le cycle est complet. Quand je t'ai vu étudier caché derrière cette porte, j'ai vu ta mère en toi. La même détermination, la même lueur dans les yeux. Je me suis promis que tu aurais les opportunités qu'elle n'a pas eues. Mais tu as fait bien plus que réaliser tes rêves. Tu as multiplié les opportunités. Tu as transformé ton histoire personnelle en une porte ouverte pour d'autres rêveurs. Cela a toujours été le véritable but de l'éducation. Non seulement apprendre, mais enseigner. Non seulement grandir, mais aider les autres à grandir. Avec amour. Ta tante Béatrice. La lettre inspira Hélène à créer une initiative supplémentaire au sein de la Fondation, un programme de mentorat inversé, où de jeunes talents orientèrent des cadres supérieurs sur de nouvelles perspectives et réalités sociales. L'idée était de créer des ponts entre des mondes qui se rencontraient rarement. Le vrai pouvoir n'est pas de s'élever seul, expliquait Hélène dans ses conférences. C'est de construire des ascenseurs pour que d'autres puissent aussi s'élever. Thomson, qui suivait le développement de la Fondation à distance, envoya un message qui résumait le sentiment général. Vous n'avez pas seulement créé un programme de développement, vous avez créé un mouvement de transformation sociale. Le succès des divers programmes de la Fondation attira l'attention d'une importante organisation internationale. L'UNESCO proposa un partenariat pour porter le modèle de développement des talents dans des régions aux ressources limitées à travers le monde. C'était une opportunité d'expansion sans précédent. Hélène réunit son conseil consultatif pour discuter de la proposition. Outre Béatrice, Sophie et Richard, elle comptait désormais aussi sur Maria d'Espagne et des représentants de divers pays. Amélie, qui était devenue l'une des mentors les plus dévouées du programme, était également présente. Ce partenariat nous permettrait d'atteindre des communautés dont nous n'aurions même pas rêvé, expliqua Hélène, projetant des cartes de régions éloignées.
Mais nous devons garantir que nous maintiendrons notre essence. » Béatrice, qui observait attentivement les présentations, se leva avec une lueur spéciale dans le regard. « J'ai une suggestion, dit-elle. Pourquoi ne transformons-nous pas chaque participant qui réussit en un point d'appui dans sa communauté? » L'idée était brillante dans sa simplicité. Chaque personne qui passerait par le programme s'engagerait à identifier et à encadrer au moins 3 autres talents dans sa région. C'était l'effet multiplicateur dans sa forme la plus pure. Sophie, qui coordonnait maintenant le programme portant son nom, partagea une histoire émouvante. L'une de ses premières élèves, une dame de 60 ans qui avait abandonné son rêve d'être traductrice des décennies auparavant, venait de publier sa première traduction d'un livre international. « Il n'existe pas de rêve avec date d'expiration », répéta Sophie, sa phrase maintenant transformée en l'une des devises de la Fondation. Le partenariat avec l'UNESCO fut officialisé lors d'une cérémonie spéciale au siège des Nations Unies. Hélène, en montant à la tribune pour son discours, portait avec elle l'ancien carnet de notes de sa mère. « Ce carnet représente bien plus que des mots en anglais », commença-t-elle. « Il représente la persévérance d'une femme qui, même sans pouvoir fréquenter une école formelle, n'a jamais cessé d'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour garantir qu'aucun talent ne reste caché par manque d'opportunités. » L'événement fut retransmis en direct dans tous les centres de la Fondation à travers le monde. Sur des écrans géants, des participants de différents pays partageaient leurs histoires de transformation. Une jeune Kenyane qui avait créé une école mobile de langue, un monsieur indien qui avait révolutionné l'enseignement de la technologie dans son village, une adolescente française qui avait développé une application pour connecter des talents cachés. Amélie, qui suivait tout depuis le premier rang, ne pouvait contenir ses larmes. Son propre parcours de transformation était devenu un cas d'étude sur la façon dont les préjugés peuvent être surmontés par l'empathie et la compréhension mutuelle. L'expansion mondiale de la Fondation apporta des défis inattendus, mais révéla aussi des histoires extraordinaires. Dans un petit village en Thaïlande, une enseignante retraitée transforma sa maison en centre d'études après avoir participé au programme Sophie. Au Chili, un groupe de jeunes créa un réseau de bibliothèques communautaires, inspiré des principes de la Fondation. Hélène voyageait sans relâche, mais tenait toujours à être présente aux réunions mensuelles de la première promotion du programme en France. Ses élèves, maintenant des professionnels établis, étaient devenus bien plus que des cas de réussite. Ils étaient une famille. Lors d'une de ces réunions, Richard partagea une nouvelle qui émut tout le monde. L'entreprise où tout avait commencé avait décidé de créer un fonds permanent pour financer des bourses d'études, garantissant la durabilité des projets de la Fondation. « Et le nom du fonds ?» demanda Hélène, curieuse. « Fonds Sœur André », répondit Richard avec un sourire, en hommage à Béatrice et Sophie. Les 2 sœurs, assises côte à côte, se serrèrent les mains. Leurs histoires personnelles, de lutte et de réussite, s'étaient transformées en un héritage permanent de transformation sociale. Thomson, maintenant retraité mais toujours actif au conseil de la Fondation, présenta un rapport impressionnant, plus de 10 000 vies directement impactées dans 30 pays différents. Chaque histoire de réussite générait, en moyenne, 5 autres opportunités dans leur communauté. Mais le chiffre le plus impressionnant, souligna-t-il, ne se trouve pas dans les statistiques. Il est dans les histoires individuelles, dans les familles transformées, dans les rêves réalisés. Maria, connectée par visioconférence, depuis l'Espagne, partagea sa plus récente initiative, un programme d'échange entre différents centres de la Fondation. L'idée était de permettre aux participants d'expérimenter différentes cultures et méthodologies d'enseignement. « Quand j'ai été promue de femme de ménage à coordinatrice, dit-elle, j'ai appris que le talent n'a pas de frontières. Maintenant, je veux que d'autres aient aussi cette expérience. » Amélie, qui était devenue l'une des principales articulatrices du programme de mentorat inversé, présenta des résultats surprenants. Les cadres qui participaient comme mentors rapportèrent des changements profonds dans leur perspective sur l'inclusion et la diversité. « Nous ne changeons pas seulement des carrières, » expliqua-t-elle, « nous changeons des mentalités. » Hélène observait tout avec un mélange de fierté et de gratitude. Dans son bureau, outre la carte du monde pleine de marques, il y avait maintenant un mur entier couvert de photographies. Chaque image racontait une histoire de transformation. Chaque sourire représentait un rêve réalisé. Un matin de printemps, Hélène reçut un email qui la fit sourire instantanément.
C'était d'une université renommée, l'invitant à créer une chaire spéciale dédiée à l'étude et au développement de programmes d'inclusion sociale par l'éducation. Ce ne serait pas seulement une position académique, ce serait une opportunité de transformer son expérience pratique en méthodologie reproductible. Il est temps de systématiser toutes nos connaissances, expliqua-t-elle lors d'une réunion avec son équipe. Transformer nos expériences en un modèle qui puisse être étudié et adapté par d'autres organisations. Béatrice, qui encourageait toujours l'innovation, suggéra quelque chose d'encore plus ambitieux. Un centre de recherche international dédié au développement de nouvelles méthodes d'identification et de nutrition des talents. Réfléchis bien, argumenta-t-elle. Combien d'autres talents sont encore cachés là-bas, attendant une opportunité? Le projet prit rapidement forme. Le centre d'études en développement humain et social serait construit dans le même quartier où Hélène avait l'habitude d'étudier en cachette, transformant une zone autrefois négligée en un pôle de connaissances et d'innovation. Amélie, qui s'était spécialisée dans les programmes de diversité et d'inclusion, prit la coordination de l'un des principaux projets du centre, un laboratoire de recherche axé sur l'élimination des biais inconscients dans l'environnement professionnel. « C'est incroyable comme la vie fait des détours », commenta-t-elle lors d'une présentation. « Il y a quelques années, j'étais une partie du problème. Aujourd'hui, je travaille pour être une partie de la solution. » Maria, connectée par visioconférence depuis l'Espagne, partagea les résultats impressionnants de son projet le plus récent. Un réseau de centres communautaires d'enseignement qui s'était déjà répandu dans toute l'Europe du Sud. « Chaque centre est unique », expliqua-t-elle, adapté à la réalité locale, mais tous partagent le même ADN, la croyance dans le potentiel humain. Sophie, qui partageait maintenant son temps entre le programme qui portait son nom et des conférences motivationnelles, était devenue un symbole vivant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ses présentations remplissaient des auditoriums, inspirant des personnes de tous âges à poursuivre leurs rêves. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» partagea-t-elle lors d'un déjeuner en famille. « Voir que chaque histoire de réussite n'est pas seulement une victoire individuelle. C'est un phare d'espoir pour toute une communauté. » L'impact du travail de la Fondation commençait à être reconnu à des niveaux de plus en plus élevés. Des organisations internationales, des gouvernements et des institutions éducatives cherchèrent des partenariats et des conseils pour mettre en œuvre des programmes similaires. Thomson, lors de sa dernière visite en France avant de prendre définitivement sa retraite, apporta une nouvelle surprenante. Le siège européen avait décidé de transformer le modèle de la Fondation en politique d'entreprise mondiale, garantissant que toutes ses filiales dans le monde adoptent des pratiques similaires d'identification et de développement des talents. L'inauguration du Centre d'études en développement humain et social fut un événement qui réunit des personnes de tous les continents. Dans l'auditorium principal, des histoires de transformation étaient partagées en différentes langues, mais le langage de l'espoir était universel. Hélène, en montant sur scène pour son discours, portait avec elle non seulement l'ancien carnet de sa mère, mais aussi des dizaines d'autres carnets. Journaux de participants au programme qui, comme elle, avaient transformé leur vie grâce à l'éducation. Chaque page de ces carnets raconte une histoire de persévérance, commença-t-elle. Mais plus que cela, elle raconte une histoire de connexions humaines, de personnes qui ont cru en d'autres personnes, de rêves qui ont inspiré d'autres rêves. L'événement marquait non seulement l'ouverture d'un centre d'études, mais le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de la Fondation. Des chercheurs de différents domaines s'uniraient pour étudier et améliorer les méthodologies de développement humain. Richard, qui était devenu l'un des principaux articulateurs internationaux du programme, présenta des données impressionnantes. Le réseau de soutien créé par la Fondation atteignait déjà plus de 50 pays, avec des résultats qui allaient bien au-delà du développement professionnel. « Nous voyons des communautés entières se transformer », expliqua-t-il. Des familles qui, pendant des générations, ont vécu en marge des opportunités, ont maintenant leurs enfants dans des universités, dans des positions de leadership. Béatrice et Sophie, assises au premier rang, se tenaient la main comme elles le faisaient il y a tant d'années, quand elles n'étaient que deux jeunes rêveuses. Leurs larmes silencieuses parlaient de fierté, de gratitude, de rêves réalisés. Amélie, maintenant une spécialiste respectée de la diversité et de l'inclusion, partagea les premiers résultats de sa recherche
sur la transformation des cultures d'entreprise. Le préjugé, expliqua-t-elle, naît souvent de l'ignorance. Quand nous créons des ponts de compréhension, nous abattons des murs de préjugés. Maria, qui avait voyagé d'Espagne spécialement pour l'événement, apporta avec elle une surprise émouvante. Un documentaire sur les transformations causées par le programme dans différentes communautés latino-américaines. Chaque histoire ici, dit-elle, présentant le film, est un miroir de l'histoire d'Hélène. Des personnes qui, même quand personne d'autre ne croyait en elles, ont continué à croire en elles-mêmes. Le documentaire montrait des scènes touchantes. Une dame de 70 ans réalisant son rêve d'obtenir un diplôme en littérature, un jeune d'une communauté défavorisée développant des technologies sociales, une mère célibataire devenue cadre international. Thompson, dans son discours de clôture, résuma le sentiment général. Ce qui a commencé comme un programme de développement des talents s'est transformé en un mouvement mondial de transformation sociale. Et le plus beau, c'est que chaque histoire de réussite génère de nouvelles histoires, dans un cycle infini d'espoir. 5 ans après l'inauguration du centre d'études, Hélène était dans son bureau en train de réviser un document spécial, la 1000e histoire de réussite documentée par le programme. C'était le cas d'une jeune fille de la banlieue de Paris qui, comme elle des années auparavant, avait l'habitude d'étudier en cachette dans une école de langue. L'histoire se répète, mais maintenant avec une fin différente, commenta Béatrice, qui était arrivée silencieusement à la porte. Elle n'a pas eu à étudier en cachette très longtemps. Un de nos moniteurs l'a identifiée et lui a offert une bourse complète. Le centre d'études était devenu un pôle d'innovation sociale, attirant des chercheurs et des universitaires du monde entier. Les méthodologies développées là-bas étaient appliquées dans des écoles, des entreprises et des organisations sociales sur les 5 continents. Amélie, qui dirigeait maintenant le département de recherche en diversité et inclusion, venait de publier une étude révolutionnaire sur la façon d'identifier et de nourrir les talents dans les communautés vulnérables. Son travail changeait la façon dont les grandes entreprises pensaient au recrutement et au développement. « Savez-vous ce que nous avons découvert ?» expliqua-t-elle lors d'une présentation. « Le talent est distribué équitablement dans toutes les classes sociales. Ce qui n'est pas distribué équitablement, ce sont les opportunités. » Maria avait transformé le programme espagnol en un modèle de référence pour toute l'Europe du Sud. Sa méthode d'identification des talents à travers des réseaux communautaires était étudiée et reproduite dans divers pays. Un après-midi particulièrement significatif, Hélène reçut une visite qui l'émut profondément. Une dame âgée, s'appuyant sur une canne, demanda à la rencontrer. C'était Madame Constance, l'ancienne femme de ménage de l'école de langue où elle avait l'habitude d'étudier en cachette. « J'ai toujours su que vous iriez loin, » dit la dame les yeux embués. « J'ai gardé ceci pendant toutes ces années. » Et elle remit à Hélène un petit papier jauni, une rédaction en anglais qu'Hélène avait laissé tomber un jour et que Madame Constance avait gardé comme un trésor. Le papier, encadré, trouva une place spéciale sur le mur du centre d'études, à côté de l'ancienne photo de Béatrice et Sophie. C'était un symbole de plus de comment de petits gestes de bonté pouvaient transformer des vies. Sophie, qui continuait d'inspirer les gens avec ses conférences, avait commencé un nouveau projet, un livre racontant des histoires de recommencement tardif. Sa propre histoire était le premier chapitre, mais le livre était rempli de récits de personnes qui, grâce au programme Sophie, avaient trouvé le courage de recommencer. Chaque histoire dans ce livre, écrivit-elle dans l'introduction, est une preuve qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve. Et chaque rêve réalisé est une porte qui s'ouvre pour d'autres rêveurs. Par un matin spécial, 10 ans après le début de tout, Hélène se tenait devant le miroir dans son bureau. Elle n'était plus la jeune fille insécure au blazer usé. Elle était une femme forte, sûre de son objectif. Mais ses yeux brillaient toujours avec la même détermination qu'avant. Le jour était historique. La Fondation serait reconnue par l'ONU comme l'un des projets de transformation sociale les plus importants de la décennie. Mais pour Hélène, la vraie célébration était dans les petits moments, dans les histoires individuelles, dans les sourires de gratitude. Dans le grand auditorium du centre d'études, des visages familiers se réunissaient. Amélie, maintenant une référence mondiale en inclusion d'entreprise. Maria, dont le programme en Espagne était devenu un modèle international. Richard, toujours à ses côtés, soutenant chaque nouvelle initiative.
Thomson, bien que retraité, toujours actif au conseil consultatif. Béatrice et Sophie, les sœurs qui avaient tout commencé, étaient assises au premier rang comme, toujours. Leurs cheveux pouvaient être plus blancs, mais leur cœur restait jeune, battant avec le même amour qui avait transformé tant de vies. Quand j'ai commencé à étudier l'anglais caché derrière cette porte, commença Hélène, son discours, je rêvais de changer ma propre vie. Je n'imaginais pas que ce rêve pourrait se transformer en un mouvement capable de changer tant d'autres vies. Les statistiques étaient impressionnantes. Plus de 100 000 personnes directement impactées, des programmes dans 70 pays, des centaines d'entreprises partenaires. Mais les chiffres ne racontaient pas l'histoire complète. La vraie transformation était dans les personnes. Chaque personne qui passe par nos programmes, continua Hélène, emporte avec elle non seulement des connaissances, mais la responsabilité d'être un pont pour les autres. C'est ainsi que nous multiplions les opportunités. C'est ainsi que nous construisons un monde plus juste. Sur l'écran géant derrière elle, des images se succédaient, des jeunes étudiants dans des bibliothèques communautaires, des professionnels mûrs recommençant leur carrière, des communautés entières se transformant par l'éducation. Chaque histoire était un témoignage vivant que le talent et l'opportunité, lorsqu'ils se rencontrent, peuvent changer le monde. Notre histoire ne se termine pas ici, conclut Hélène. Elle continue dans chaque personne qui ose rêver, dans chaque main qui se tend pour aider, dans chaque porte qui s'ouvre à de nouveaux talents. Parce que le véritable héritage n'est pas dans les prix ou les reconnaissances, il est dans les vies transformées et les rêves réalisés. À la fin de l'événement, Hélène trouva sur son bureau un cadeau spécial, un nouveau carnet avec une dédicace écrite par sa mère et sa tante. « Pour que tu continues à écrire de nouvelles, histoire d'espoir », disait le message. Parce que chaque page tournée est un nouveau commencement, et chaque nouveau commencement est une opportunité de transformer une vie de plus. Hélène sourit, ouvrant le carnet à la première page vierge. Il y avait encore tant d'histoires à écrire, tant de rêves à réaliser, tant de vies à transformer. Et elle était prête à continuer ce voyage, une page à la fois. Le succès de la fondation apporta un défi inattendu. Comment maintenir l'essence du projet alors qu'il grandissait exponentiellement? Hélène se trouva face à cette question lors d'une réunion extraordinaire du Conseil international. Nous avons des demandes de partenariat de plus de 200 nouvelles entreprises, présenta Richard, maintenant directeur de l'expansion mondiale. Le défi n'est plus de trouver des soutiens, mais de garantir que chaque nouveau partenaire comprenne réellement notre mission. Hélène observait la carte numérique sur le mur de son bureau, où des points lumineux indiquaient chaque centre de la fondation autour du monde. Chaque lumière représentait non seulement un lieu, mais des centaines d'histoires de transformation. Peut-être est-il temps de créer quelque chose de nouveau, suggéra Amélie, qui venait de revenir d'une série de conférences en Europe. Une sorte d'université d'entreprise mondiale, focalisée exclusivement sur le développement de leaders multiplicateurs. L'idée gagna rapidement du terrain. Le projet, baptisé Académie de transformation sociale, serait un centre d'excellence pour former des personnes qui pourraient reproduire le modèle de la Fondation dans leur propre communauté. Maria, connectée par visioconférence depuis l'Espagne, partagea une expérience qui renforça encore plus la proposition. À Séville, l'une de nos premières élèves a créé un réseau d'écoles communautaires qui sert déjà plus de 5000 enfants. Tout cela parce qu'elle a appris non seulement des compétences, mais comment être un agent de transformation. Béatrice, qui suivait tout avec son regard sage, ajouta « Ce que nous faisons n'est pas seulement enseigner, c'est éveiller en chaque personne la capacité d'être une lumière pour les autres. » Sophie, inspirée par les nouveaux développements, proposa une adaptation du programme qui portait son nom. Créons une branche spécifique pour former des éducateurs communautaires, des personnes qui peuvent identifier et nourrir des talents dans leur propre quartier. La proposition résonna profondément avec Hélène. Elle se souvint de Madame Constance, la femme de ménage qui avait gardé sa rédaction pendant tant d'années. Combien d'autres personnes, dans des positions apparemment simples, pourraient être des catalyseurs de transformation? Le projet pilote de l'Académie commença avec 100 participants de 50 pays différents. Chacun apportait avec lui non seulement des rêves personnels, mais l'engagement de multiplier les opportunités dans leur communauté. Pendant le cours inaugural, Hélène partagea une réflexion qu'elle avait notée dans son nouveau carnet.
Le véritable pouvoir d'un rêve ne réside pas dans sa réalisation individuelle, mais dans sa capacité à inspirer d'autres rêves. L'Académie de transformation sociale devint rapidement un modèle d'innovation éducative. Dans sa première année, les 100 leaders formés avaient déjà initié des projets qui bénéficiaient à plus de 50 000 personnes dans leur communauté. Hélène, observant l'impact croissant du travail, décida de franchir une étape significative. En partenariat avec des universités renommées, la Fondation commença à développer un programme de master en transformation sociale et développement humain. Ce n'est pas seulement un cours académique, expliqua-t-elle lors de la présentation du projet. C'est une façon de systématiser notre expérience et de créer une base théorique solide pour les générations futures. Amélie, qui coordonnait la partie recherche du programme, avait découvert un modèle intéressant. Chaque personne bénéficiant des projets de la Fondation impactait en moyenne 15 autres personnes dans sa communauté. C'est ce que nous appelons l'effet papillon de la transformation sociale, expliqua-t-elle lors d'un séminaire international. Chaque petit changement génère des ondes d'impact qui se multiplient exponentiellement. Un après-midi spécial, Hélène reçut une visite qui lui fit réaliser la véritable portée de son travail. Une jeune femme de l'intérieur de l'Inde, participante au programme d'échange, apporta avec elle un cadeau unique, un sari traditionnel brodé par des femmes de son village. Chaque point de cette broderie, expliqua la jeune femme, a été fait par une femme qui étudie ou travaille aujourd'hui grâce au projet inspiré par la Fondation. Le sari raconte nos histoires. Béatrice et Sophie, en voyant le cadeau, ne purent contenir leurs larmes. Le tissu coloré était plus qu'un vêtement. C'était un symbole vivant de la façon dont les rêves pouvaient s'entrelacer et créer quelque chose d'encore plus beau. Le sari trouva une place spéciale dans le mémorial de la Fondation, à côté de l'ancien carnet d'anglais de Sophie et de la rédaction gardée par Madame Constance. C'était une pièce de plus dans la mosaïque d'histoire qui composait ce mouvement mondial de transformation. « Tu sais ce qui m'émeut le plus ?» commenta Hélène lors d'une conversation avec son équipe. « Voir que chacune de nos histoires inspire non seulement le dépassement individuel, mais un engagement envers la transformation collective. » L'Académie était sur le point de diplômer sa première promotion. Parmi les diplômés, il y avait une coïncidence spéciale. Une jeune fille qui, comme Hélène des années auparavant, avait commencé son parcours en étudiant en cachette. Mais contrairement au passé, elle n'eut pas à attendre des années pour une opportunité. Le programme l'identifia et l'accueillit. « Le cycle se complète », dit Béatrice, observant la jeune fille présenter son projet final. « Mais il ne se termine pas. Chaque histoire de réussite n'est que le début de nombreuses autres histoires. » Et ainsi, ce qui avait commencé comme le rêve d'une jeune fille invisible s'était transformé en un mouvement mondial de transformation, prouvant que lorsque les opportunités rencontrent les talents, il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli. Hélène, dans son bureau, ouvrit une fois de plus son nouveau carnet. Sur la première page, elle écrivit « Chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. » Et chaque nouveau commencement porte en lui la promesse de plus de rêves réalisés. La semaine commença par une nouvelle qui agita toute l'entreprise. Un nouveau directeur international arrivait du siège européen. Charles Dumont, connu pour sa politique rigoureuse de restructuration, avait la réputation de remettre en question chaque recrutement récent, en quête d'optimisation des ressources. Hélène sentit le poids des regards sur elle s'alourdir encore plus. Lors de la réunion matinale, Amélie prit soin de mentionner l'importance des qualifications formelles dans un poste aussi stratégique, en la regardant directement. Certaines personnes ont des diplômes impressionnants, mais il leur manque quelque chose d'essentiel, intervint Richard, sa voix calme mais ferme. La capacité à connecter des personnes et des cultures différentes ne s'apprend dans aucune université. Le commentaire provoqua un silence inconfortable dans la salle. Hélène réalisa qu'elle était au centre d'une bataille bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Après la réunion, elle trouva d'autres documents falsifiés sur son bureau, cette fois, avec des erreurs grossières de traduction qui, si elles n'étaient pas détectées, pourraient causer de sérieux préjudices à l'entreprise. « Vous devez documenter cela », conseilla Béatrice lors de leur déjeuner habituel. « Gardez des copies de tout, y compris des documents originaux. » Hélène acquiesça, mais il y avait autre chose dans son esprit. « Béatrice, cette photo, pourquoi me l'avez-vous envoyée ?»
L'expression de Béatrice changea subtilement. « Quelle photo ?»« La vieille photographie de l'école de langue. »« Je n'ai envoyé aucune photo, » répondit Béatrice, son visage soudainement pâle. « Vous dites que vous l'avez trouvée sur votre bureau ?» Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, le téléphone d'Hélène sonna. C'était Richard, demandant sa présence urgente pour une visioconférence avec le nouveau directeur. Charles Dumont était un homme à l'expression sévère et aux yeux pénétrants. À travers l'écran, son regard analytique semblait disséquer chaque personne dans la salle. « Mademoiselle Martin », sa voix avait un accent britannique tranchant, « j'ai analysé votre dossier. C'est qu'intriguant de voir comment quelqu'un sans formation formelle en langue a pu obtenir un poste aussi stratégique. » Hélène sentit son estomac se retourner, mais garda son sang-froid. « Monsieur Dumont, permettez-moi de démontrer mes capacités. Je crois que les résultats parlent plus fort que les certificats. Choix de